Bienvenue dans notre cours sur Python fait pour débutants. Et dans la vidéo précédente, on s'était limité sur la notion de dictionnaire qui est une structure de données formée par les clés et les valeurs. Et je vous avais montré l'organisation des données dans une structure, mais il est très important de signaler que pour accéder aux éléments d'un dictionnaire, on va utiliser les clés. Par exemple, si je tape clé 1, en validant, j'ai la valeur associée à la clé numéro 1. Et j'avais aussi évoqué la méthode keys, qui est une méthode d'implémenter sur une variable de type dictionnaire. Alors, on peut accéder aux différents éléments en utilisant les clés associées à chaque valeur. Il y a moyen aussi d'ajouter directement une clé, disons la clé numéro 4. Et à cette clé, on peut y associer une valeur. Par exemple, si je regarde ma dictionnaire, je vois que la clé numéro 4 a été additionnée. L'intérêt d'un dictionnaire quant au mode d'accès aux éléments du dictionnaire, c'est que l'accès est aléatoire. Il suffit d'évoquer la clé. Par exemple, si je dois accéder à la clé numéro 2, à la valeur associée à la clé numéro 2, je peux juste y aller directement, clé numéro 2, et en validant, j'ai la valeur associée à cette clé. Il n'y a pas d'itération ou d'une structure itérative à lancer pour accéder aux différents éléments d'un dictionnaire. L'accès est aléatoire. Alors, il y a moyen aussi, et si je reviens un peu à la liste, il y a moyen de mesurer la longueur d'une liste. Bon, j'avais appelé ma liste ici LR. Alors, avec la fonction prédéfinie len, je peux vérifier la longueur d'une liste. Et cette fonction marche parfaitement aussi pour les données de type dictionnaire. On voit que dans notre dictionnaire, il y a 4 valeurs. Alors, la fonction len va renvoyer la longueur de la liste. Et c'est pareil aussi pour les chaînes de caractères, disons notre chaîne SS. On voit que la chaîne de caractères est formée de 28 caractères. Alors, il y a aussi moyen de parler de notion de structure de contrôle, mais comme je l'avais dit dès le départ, dans la vidéo précédente, et l'interpréteur Python peut être utilisé de manière interactive, c'est-à-dire on tape les instructions sur l'invité Python ou bien sur l'invité de IPython. Après validation, le résultat est évalué automatiquement, comme par exemple ici, cette opération, si l'on valide, le résultat est automatiquement évalué. Et comme dans le cadre du développement d'un programme assez consistant, on a besoin d'écrire plusieurs lignes ou plusieurs instructions pour un même programme. Alors, cet espace où on évoque l'interpréteur automatiquement n'est pas adapté. Dans ce cas, alors, il y a moyen de passer à la rédaction du code source dans un fichier. Et dans ce cas, je vais quitter mon interpréteur Python et je vais créer un répertoire de travail, mkdir Python pour débutants. Alors, je vais entrer dedans. Maintenant, je vérifie qu'il n'y a rien. Alors, je peux créer un fichier, disons fichier 1. .py, et l'extension doit être py. Alors, je peux valider et à l'intérieur de ce fichier, je peux alors y rédiger mon code source. Et maintenant, je vais parler de structure de contrôle. Pour tout langage Python, on doit avoir des structures de contrôle qui nous permettent des structures
itératives et des structures de contrôle. Bon, je vais commencer d'abord par parler des structures itératives. Alors, pour tout langage de programmation, on a des structures qui nous permettent d'exécuter un certain bloc d'instructions autant de fois que l'on veut. Et on peut automatiser une certaine tâche et exécuter exactement la même tâche autant de fois. Et ces structures itératives sont par exemple la boucle for. En Python, on a la boucle for qui est connue. Et aussi la boucle while. Alors, je vais d'abord tester la boucle for. Par exemple, si je veux compter de 1 à 10 ou de 1 à 20, je peux utiliser la structure for i in range par exemple. Nous avons la fonction prédéfinie en Python range, disons par exemple 11. Alors, je peux afficher la valeur i. Alors, ce qui se passe avec cette instruction, c'est que en français, on dit pour tout i dans l'intervalle de 0 à 11. En fait, je dois signaler que si on écrit comme ci, range, c'est que nous devons considérer des valeurs de 0 à 10. La dernière valeur ici, la valeur limite supérieure, n'est pas prise en compte. C'est-à-dire qu'en faisant ceci, on veut compter de 1 jusqu'à 10. 10 inclut bien sûr le 11 ne va pas apparaître dans nos affichages. Alors si on exécute ça, on suppose que j'ai terminé à rédiger mon code source, alors je peux enregistrer le fichier. Et pour l'exécuter, j'ai deux possibilités. Soit je peux évoquer l'interpréteur Python et puis le nom du fichier à évaluer. Et on voit que le résultat s'affiche automatiquement. Mais aussi, en utilisant notre interpréteur IPython, on peut exécuter le même fichier en utilisant la commande run et puis le nom du fichier. Et, oui, voilà. On a deux possibilités pour exécuter un code stocké dans un fichier. Alors, je vais tester la structure while. C'est-à-dire que ce que l'on vient de faire avec for, on peut aussi le faire avec while. La structure itérative while. Disons, je vais afficher un caractère ici. Disons une ligne. Alors, je peux utiliser while. Et d'abord, pour la structure while, il faut initialiser un compteur. Il faut initialiser un compteur. Je peux l'initialiser à 0 parce que je vais compter de 0 à 10. Alors, je peux lancer mon compteur, ma structure while compteur est inférieur à 11. Encore une fois, la limite supérieure n'est pas atteinte. Alors, je peux afficher compteur, print compteur, et je ne dois pas oublier de mettre à jour le compteur. Oh, on doit y arriver. Compteur. Bon, je vais utiliser cette notation simplifiée. C'est-à-dire qu'après chaque tour de boucle, je dois ajouter 1 à notre compteur jusqu'à ce que l'expression ici soit évaluée à fond. Alors, notre boucle while va s'arrêter. Alors, on va tester le code. On va utiliser l'interpréteur Python. On voit que la boucle while a bien tourné. Alors, après aussi, je vais parler des structures de contrôle. Structures de contrôle en programmation, ce sont des structures construites à base du mot-clé if. C'est-à-dire qu'on peut faire un test avec le mot-clé if. Et c'est le résultat du test, par exemple. On peut avoir une instruction qui sont les instructions 1. Pour expression, disons expression, et après, si expression est évaluée à vrai, alors on peut exécuter des instructions de ce bloc ici. De ce bloc-ci, bloc d'instruction numéro 1. On peut avoir aussi des alternatives vers, par exemple, instruction
instruction du bloc numéro 2. Il y a moyen aussi de faire une combinaison des LCIF. Des LCIF. Elif, instruction, disons du bloc. L'instruction du bloc numéro 3 par exemple. Mettons en œuvre avec des valeurs réelles. Et comment faire la suite là? Alors, je vais mettre en commentaire ce code-ci. Je vais mettre en commentaire ça. Alors, disons que je demande à l'utilisateur de taper un nombre. Disons n égale int input entre un nombre. Alors, je vais faire un test sur le nombre if n est égal par exemple 10. Supposons que 10 c'est le nombre d'or. Alors, si la valeur tapée par l'utilisateur est 10, alors il faut afficher vous avez tapé voilà, ça va aller. Vous avez tapé le nombre d'or. Je vais comme ça et je vais changer. Ça fait taper le nombre d'or. Ou disons else. Par défaut, else print nombre tapé a une signification particulière. A une signification particulière. Alors on peut évaluer d'abord ça. On va évaluer ça. Demande de taper un nombre, de taper 10. Alors vous avez tapé le nombre d'or. Et si je tape par exemple 56, c'est bien. Le nombre a une signification particulière. Le nombre est tapé. A une signification particulière. Alors, je peux ajouter alors des alternatives ici. Elif n, disons, inférieur à 10. Quel est le message que l'on peut proposer ici? Vous êtes dans la bonne voie. Bonne fois. Elif encore une fois. N supérieur à 10. Vous avez déjà gagné le pari. Alors on va tester. Il y a un problème. Ce qui est sûr. À ce niveau-ci. Alors je tape 2 par exemple.
vous êtes dans la bonne voie. Je tape 15. Vous avez déjà gagné le pari.